Salut? Tu l'as? Tu vas pas quand même continuer à parler en palais tout le temps. Non. TKT. Le top du top, la crème de la La crème. crème de la crème. C'est ça. La première fois que j'ai lu le scénario, ma réaction, ça a été mais Daniel, on peut pas faire des miracles non plus quoi. C'était un peu une première, je savais pas à quoi m'attendre. Bon, j'ai quand même un peu senti que c'était amateur, très amateur. Bah, j'ai pas tout compris, mais je me suis dit que ça avait l'air marrant. Monsieur Faux, est-ce que vous pouvez nous raconter du coup la genèse de votre projet? Ça remonte à longtemps, hein. J'avais 11 ans, on était en vacances avec mes parents, et puis il y avait une brocante de livres comme ça, et puis il y avait un vieux Larousse là, avec les pages roses au milieu, et puis il y avait des palindromes, il y avait Ésope reste ici et se repose. Et là, mon père m'explique que ça se lit dans les deux sens. Je dis, mais non, mais ça c'est trop fort. Comment on fait pour écrire un truc pareil? C'est pas possible. Comment il a fait, le type qui a trouvé ça? Et voilà, ça m'est resté. Et puis, je crois que j'ai essayé pendant 40 ans de faire des palindromes. Et puis, à un moment, ça a commencé à se mettre. Et ben voilà, ça c'est le début de l'histoire. Et puis, c'est devenu le projet que vous connaissez finalement. Depuis toute petite, j'ai vu la passion, voire l'obsession pour mon père, pour les palindromes grandir. Je me souviens, quand j'avais seulement 5 ans, j'ai vu mon frère être bercé en palindrome. Et petit à petit, c'est devenu très difficile à vivre, en fait, même au quotidien. Je pense qu'il avait vraiment, il et toute notre famille avaient vraiment besoin qu'il décharge cette énergie, cette obsession sur quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai cherché autour de moi s'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait aider d'un côté à faire valoir ce talent et d'un autre côté à nous sortir de l'enfer psychologique qui était l'obsession pour les palindromes. Et donc c'est pour ça que j'ai pensé à Tristan et à sa boîte Magnus Productions. Qu'est-ce que tu veux que je te dise à propos du casting? C'est un putain de casting 5 étoiles. Le meilleur du meilleur, la crème de la crème. C'est ça. On voit que sur ce projet, vous êtes accompagné de Tristan Tousset. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez décidé de bosser avec lui? Maintenant que vous le dites, la première fois qu'on s'est vu, c'était un double de tennis. 2 d'un côté et 2 de l'autre. Était-ce un signe avant-coureur du palindrome? Je ne sais pas. Et en plus, le match de tennis s'était soldé par un 6-3, 3-6, 6-3, 3-6, 6-3. Vous voyez, c'était encore un signe du destin. Tristan a complètement écrasé mon père en réalité, mais j'ai un peu truqué les scores d'un côté pour conserver l'ego de mon père parce que bon, c'était déjà important. Et d'un autre côté, pour faire croire au signe. Donc le score final était soi-disant palindrome, mais ça vous le mettez pas au montage. Non, vous inquiétez pas, ça sera coupé. Ça, Petit à petit, ça s'est dessiné. Je crois que je me suis dit qu'il était potentiellement assez fou pour rentrer dans le projet. Je ne sais pas, ça doit être quelque chose comme ça. J'avais vu toutes ses réalisations dans Magnus Productions. Je me suis dit, oui, il y a moyen de faire quelque chose avec lui. Ce n'était pas qu'un simple film. C'était quelque chose de supérieur. C'était quelque chose que tu ne peux comprendre. J'assume complètement que je n'ai rien compris du scénario. Et c'est toujours le cas. Alors, comment peut-on faire? Comment peut-on faire quand tu ne comprends pas quelque chose et quand tu dois expliquer ça aux acteurs? C'était un truc de fou. Alors déjà, j'ai dû comprendre ce que c'était en palindrome. Ça déjà, c'était pas facile. Et puis, une fois que j'ai lu le scénario, ma réaction, c'était que c'est inadaptable. En fait, pour être franc, j'ai rien compris. Ah, mais le scénario est très limpide, je pense. C'est l'histoire de 4 mafieux qui maltraitent les gens, et puis leur chef arrive. Enfin, je pense que tout le monde a bien compris le scénario, non? C'était une évidence. À moi, c'est pour limpide, clair. J'adorais le style d'écriture d'abord de Daniel. Je trouve que tout était fluide, rapide. Et puis surtout, il a des propos assez forts sur notre société actuelle. J'ai pas tout compris, mais je me suis dit que ça avait l'air marrant. Tristan, il m'en a parlé quand on était dans le projet Tchekhov au théâtre de l'UNIF. Et puis, un jour, je me suis dit que ça se ferait jamais, en fait. Et un jour,
Il me dit, ah, machin, ça se fait, tout ça. Et quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, bah, marrant, let's go, quoi. C'est vraiment un peu cocasse la façon dont je suis arrivée sur ce tournage. De base, Tristan, je le connais de la pièce de théâtre Père Ubu. Le roi Ubu-roi, voilà, c'est ça. Et on s'était même pas tellement parlé que ça, donc on faisait juste, on a juste fait une pièce de théâtre ensemble avec que ça implique et voilà. Et puis tout d'un coup, il y a ce groupe en nez qui apparaît de nulle part. Il y a Tristan qui ajoute tout un, je sais pas combien on était sur le groupe, mais vraiment beaucoup, un groupe Messenger. Et il dit oui, alors voilà, j'ai un projet de pièce de théâtre qui est dispo. Voilà, ça se passe ce jour-là. Les gens donnent leur disponibilité. Et là-dessus, en fonction de simplement si tu étais disponible ou pas, tu as un rôle. Et comme en est, ils avaient besoin de rôles féminins et qu'il n'y avait pas beaucoup de filles qui s'étaient proposées, je me suis retrouvée avec un des rôles principaux. Donc voilà. J'avais donné mon accord pour participer, mais c'est pas aller plus loin. Et c'est, je pense, la semaine avant, si même pas quelques jours seulement avant, que j'ai appris que j'avais un rôle du court-métrage. Pour se mettre dans ce personnage, ça a été tout un travail d'enquête d'abord à Palerme, voir beaucoup de films, comme Don Pasticcio de Magnus Productions par exemple, ou Le Parrain, enfin des classiques quoi. Ouais. Comment vous avez développé votre personnage lorsque vous étiez à Palerme en Italie par exemple? J'ai beaucoup observé. Il y a quelques photos, on peut me voir notamment m'intéresser au blanchiment d'argent, des sujets comme ça, à la fabrication des kayaks, tout ça. Je me suis adapté au décor, c'est-à-dire que j'ai vu une bouteille de vin rouge, sur chaque plan, je buvais du vin rouge. Pour me mettre dans le personnage, je n'ai pas trop répété, c'est un peu allé au feeling, et au final, je dirais pas j'ai une âme d'acteur, mais me plonger dans le personnage était relativement facile. Eh bien, très simplement, je me suis d'abord inspiré de la méthode de training d'acteur développée par Stanislavski. Donc, je me suis tout simplement créé un petit carnet où, au fur et à mesure, j'ai commencé à construire le personnage. J'ai réfléchi un peu à la psychologie du personnage. Et puis, en lisant le texte, le script original, je me suis un peu demandé quels sont les traits de caractère de ce personnage de Joss. Et pourquoi est-ce que tu as voulu venir du coup ici précisément au Japon? Pour moi, Rayon Noir, c'est avant tout un film noir. Et le personnage a un peu pensé aux yakuza et personnages mafieux. Et c'était une évidence pour moi de venir ici au Japon, peut-être même d'entourer une ambiance calme, apaisante. Je savais qu'elle allait trouver de l'inspiration ici. Est-ce que tu penses que les spectateurs qui ont vu le film, ils ont compris quelque chose? Je pense que c'est vraiment du 3e degré, je pense. Je pense que c'est vraiment... on fait quelque chose, mais on va jusqu'au bout. Et il n'y a pas... Je pense pas que c'est quelque chose qui se prend totalement au sérieux. Sauf peut-être Daniel. mais sinon, je pense que ça va être bonne ambi et que les gens ils vont comprendre par le contexte. Mais peut-être pas tous les tenants et les aboutissants du scénario. Des spectateurs qui sont habitués à du Marvel, à on va dire à du cinéma de bas de gamme, vont avoir du mal à comprendre parce qu'ils ne seront pas habitués à... Ces gens-là ne sont pas habitués à s'investir à fond dans le film. Je pense que si on s'investit dedans, il y a moyen. Ce court-métrage, c'est comme un opéra. Il faut les sous-titres ou le surtitrage pour comprendre. Et même avec ça, des fois, c'est pas toujours compréhensible. Je vois qu'il y a beaucoup de sous-titres dans le film. Je n'aurais pas aimé être la personne qui a dû retranscrire tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ce fut long, parce que je me suis juste basé sur les paroles. J'avais lu un script version papier le jour du tournage, mais je n'en avais pas en version dématérialisée, me permettant de pouvoir faire des copier-coller facilement. Donc j'ai dû tout réécrire. Ce n'est pas parce que les phrases se lisent d'un côté et de l'autre en palindrome que ce n'est pas pour autant dans la réflexion de bien les écrire. Donc Pomer, vous êtes le réalisateur de la musique de ce film. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous y êtes pris pour créer cette musique? Ce que je me suis dit, tout d'abord, j'ai essayé de comprendre ce que c'était un palindrome. Donc, si on retourne toutes les lettres, on retrouve la même phrase. Mais le découpage des mots n'est pas forcément le même. Pour la musique, j'ai suivi le même principe qu'avec les notes. Si on les met dans l'autre sens,
on retrouve la même mélodie, mais le découpage des rythmes n'est pas forcément symétrique, sinon ça va être un truc trop répétitif. J'ai commencé la musique par quelques notes pour expliquer un peu le concept des palindromes et mettre en lumière le début du film, avec donc une mélodie assez simple pour expliquer ce qu'allait être la musique en palindrome. Donc j'ai commencé par ceci. Montrer un peu les coulisses du tournage, donc là on a tout le matos. Donc voilà, vous connaissez chez Poivre et Sel. On a tout, on a posé tous nos sacs là. Voilà, là c'est les tables qu'on vient de mettre pour le tournage. Là c'est la table principale. Les autres ils sont en train de répéter dehors. Voilà le Poivre et Sel, l'endroit où on tourne. Et ici on va dans la première, dans l'écoquartier du Sartillement pour la première scène de tournage qui est donc une scène extérieure. Bah les pauvres, vous pouvez vous installer assis par terre le long de l'immeuble, peut-être un peu plus bas pour qu'on puisse faire un plan. C'est donc la première scène et la prise 1. Action. On va peut-être la refaire. Et donc, scène 1, prise 2 et action. Ok, c'est bien. Scène 4, prise 3 et action. Scène 9, prise 2, action. Scène 10, prise 5, action. Pour la scène de la manif. Deuxième scène. Scène 11, prise 2, action. La nature, le ruinage. La nature. Scène 18, prise 1 et action. Scène 24, prise 2. Scène 26, prise 4. Scène 30, prise 1. Comment se passe le tournage pour le moment? C'est top, hein, regardez, il y a une super ambiance. On fait une petite pause. Je recommence. Regardez, il y a une super ambiance. Je pense que c'est le meilleur projet qu'on peut voir. Scène 31, prise 5. Là, Marie, un SMS en iMode te domine. SMS numéro mal. Ouais. C'est une fois de tournage. Allez, les acteurs ont droit. Champion les gars. La scène 31, prise 5 était la bonne. On a fini. 1h30. Je suis chez WAM. Le rêve s'achève. Là, je réalise pas. Demain, on va s'appeler et on va dire. On l'a fait, putain. Ouais. Allez, kayak. Kayak. Allez, choose. Mais au fond, quel est le sens caché, le sens profond de Rayon Noir? Voilà une belle question, Sophie. Évidemment, chacun y met le sens qu'il veut. Mais moi, j'aime bien de voir Rayon Noir comme une méditation sur la notion de contrainte. Vous voyez, tous les personnages dans Rayon Noir sont pris dans un faisceau intense de contraintes. Regardez Joss et sa subordination à Al Capone, et comme tout son sort, toute sa vie est liée à Al Capone, au point qu'il faut attendre que... Regardez les 4 mafieux, à quel point ils sont pris dans la terreur de leur chef et à quel point ça conditionne aussi leur manière d'être, leur manière de se comporter. Et puis évidemment, vous avez des personnages dans la pauvreté, des personnages dans des situations de migration, des personnes qui doivent défendre des droits pour vivre leurs préférences sexuelles. Bref, tout ça parle de la contrainte. Alors vous allez peut-être me dire quel est le rapport avec les palindromes. Ben, bien sûr, le palindrome c'est une contrainte aussi, c'est une contrainte littéraire qui vient un peu en miroir de cette contrainte des personnages. Alors cette contrainte elle peut produire de la créativité, mais elle peut nous briser aussi parfois. C'est un peu comme un palindrome, hein. Vous pouvez pendant une réunion par exemple, pendant 2 heures chercher un palindrome et il finit par ne pas marcher à cause d'une lettre et c'est très frustrant.
Mais le palindrome, parfois, vous avez la satisfaction qui marche. Et c'est un peu la même chose avec la contrainte dans la vie, peut-être.